Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était un rêve devenu réalité? Un amour parfait, un futur radieux, un bonheur sans nuages, c'est ce que je vivais. Mais que se passe-t-il quand ce rêve se brise en 1000 morceaux en une seule seconde, quand l'homme que vous aimez vous révèle son vrai visage, un visage de monstre? Mon histoire n'est pas un conte de fées, c'est l'histoire d'une chute brutale, d'une trahison qui laisse des cicatrices profondes, mais c'est aussi l'histoire d'une renaissance, là où tout semblait perdu. Accrochez-vous, car ce que je vais vous raconter va vous glacer le sang et, je l'espère, vous redonner foi en la vie. Je m'appelle Manon, j'ai grandi dans un petit village de la Creuse, un de ces endroits où tout le monde se connaît et où le temps semble s'être arrêté. Mon rêve a toujours été de m'échapper, de rejoindre la vie trépidante de Paris. Après avoir obtenu ma licence d'histoire de l'art à la Sorbonne, j'ai connu la galère des petits boulots et des chambres de bonne sous les toits. Je pensais que mon rêve parisien ne se réaliserait jamais. Et puis, un jour, le miracle. J'ai été embauchée comme assistante personnelle d'Antoine de Richebourg, le jeune et charismatique PDG d'une grande société de promotion immobilière. Il était tout ce que je n'étais pas, riche, puissant, sûr de lui. Je suis tombée amoureuse instantanément. Notre histoire a commencé comme dans les films, et il m'a offert une vie de luxe que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais sa chose, sa création, et j'aimais ça. Je ne voyais pas les signaux, les petites phrases méprisantes, son besoin de tout contrôler. J'étais aveuglée par l'amour, jusqu'à ce que la réalité me frappe avec une violence inouïe. La clé tourna dans la serrure de notre luxueux appartement du 16e arrondissement. Antoine entra, son visage habituellement parfait, déformé par une rage froide. Je m'avançai pour l'embrasser, mais il me repoussa violemment. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» demandai-je, le cœur battant. Ses yeux, deux éclats de glace, me fixèrent. « Ne m'appelle pas comme ça. C'est fini, Manon. » Le monde s'arrêta de tourner. J'étais paralysée, incapable de comprendre. Il y a quelques heures à peine, nous parlions de notre mariage, du bébé. « Fini ? Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. C'est une mauvaise blague ?» Il eut un rire sec, dépourvu de toute chaleur. « La blague, c'est d'avoir cru que tu pouvais faire partie de ma vie. Je sais tout, Manon. Je sais, pour tes mensonges, tes trahisons. » Des larmes me montèrent aux yeux. Je n'avais jamais menti. Je lui avais tout donné. Mais de quoi tu parles ? C'est impossible, c'est un malentendu. Il se dirigea vers le dressing, l'ouvrit d'un geste brutal. Fais tes valises et laisse tout ce que je t'ai acheté. Tu n'es plus digne de porter quoi que ce soit qui vienne de moi. Je restai figée, le son de sa voix résonnant dans le silence assourdissant de l'appartement. Les robes de créateur, les sacs de luxe, les bijoux étincelants, tout cela n'était qu'un costume, un décor pour la pièce qu'il avait écrite. Et le rideau venait de tomber. Il attrapa une simple valise vide et la jeta à mes pieds. « Prends tes vieilles affaires, celles avec lesquelles tu es arrivé. Je te donne 10 minutes. » Il se posta près de la porte, les bras croisés, me regardant comme si j'étais une parfaite étrangère, une intruse. Chaque objet que je touchais semblait me brûler les doigts. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine saisir mes quelques jeans et pulls. Je vis le petit coffret en velours sur la coiffeuse, celui qui contenait la bague de fiançailles. Il suivit mon regard. « N'y pense même pas. » Il s'approcha, prit la bague et la glissa dans sa poche. « Ceci ne t'a jamais appartenu. » À ce moment précis, mon cœur ne se brisa pas. Il se désintégra. Le dernier espoir, le dernier lien qui nous unissait, venait d'être anéanti. « Le temps est écoulé, » lança Antoine d'une voix neutre. Il n'attendit pas ma réponse. Il prit son téléphone et appuya sur un numéro. « La sécurité. Montez au penthouse. Mademoiselle s'en va. » Je ne pouvais plus retenir mes larmes. « Antoine, s'il te plaît, notre bébé, tu ne peux pas faire ça à ton propre enfant. » Il se tourna vers moi, un rictus de dégoût sur les lèvres. « Mon enfant, tu es sûr que c'est le mien ? Après ce que j'ai découvert, je n'en mettrai pas ma main au feu. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas utiliser un bâtard pour me soutirer de l'argent. » Deux hommes, en uniforme, massifs et impassibles, apparurent dans l'encadrement de la porte. Ils ne me regardèrent même pas. « Raccompagnez mademoiselle dehors. Assurez-vous qu'elle quitte la propriété. »
un des agents de sécurité prit ma valise. L'autre posa une main ferme sur mon bras. Je fus traînée hors de l'appartement, hors de ma vie de rêve, sans un regard en arrière d'Antoine. Les portes dorées de l'ascenseur se refermèrent sur son visage de marbre. Dehors, la pluie fine de novembre se mit à tomber sur Paris, se mêlant à mes larmes. Perdu sur le trottoir d'une des avenues les plus chères de Paris, je n'avais nulle part où aller. Mon téléphone était presque sans batterie, et je n'avais que quelques euros dans mon portefeuille. Mes amis de l'université avaient en quitté la ville, et ma seule ancre était Claire, une ancienne camarade de la Sorbonne. Elle vivait dans un minuscule studio dans le 11e arrondissement, à l'autre bout du monde pour moi. J'ai pris le métro, un univers que j'avais presque oublié. Les regards des autres passagers me pesaient. J'avais l'impression que tout le monde pouvait voir ma détresse, ma honte. En arrivant devant son immeuble, j'ai hésité. Frapper à sa porte, c'était admettre mon échec total. Mais le froid et le désespoir furent plus forts que ma fierté. Je sonnai. Claire ouvrit, une tasse de thé à la main. En me voyant, trempée, le visage ravagé par les pleurs, elle comprit tout de suite. Sans un mot, elle s'écarta pour me laisser entrer. L'odeur de son petit appartement, un mélange de livres et de thé à la bergamote, était le premier réconfort que je sentais depuis des heures. Claire me fit asseoir sur son canapé-lit et m'enveloppa dans un plaid. Elle me servit une tasse de thé fumant, ses mains chaudes réchauffant les miennes, glacées. « Je te l'avais dit, Manon, » murmura-t-elle, non pas avec méchanceté, mais avec une immense tristesse. « Cet homme, il n'était pas pour toi, il vivait dans un autre monde. » Je sanglotai, incapable de former des phrases cohérentes. Entre deux hoquets, je lui racontai tout. La violence de ses paroles, l'humiliation, l'accusation infâme concernant notre enfant. Claire écoutait, son visage se durcissant de colère. « Quel monstre !» dit-elle finalement. « Comment peut-on être aussi cruel ?» Elle était la seule personne qui me croyait, la seule qui ne me jugeait pas. « Tu peux rester ici autant que tu veux, bien sûr. Ce n'est pas le Ritz, mais au moins, tu es en sécurité. » Je m'accrochai à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Cette nuit-là, recroquevillé sur son canapé, le bruit de la circulation parisienne me semblait être le grondement d'un monstre qui m'avait dévoré puis recraché. Les jours suivants furent un brouillard de chagrin et d'incrédulité. Je repensais sans cesse à notre rencontre. C'était lors de l'entretien d'embauche. J'étais si intimidée, dans mon unique tailleur un peu démodé, face à ce jeune PDG au charisme foudroyant. Il m'avait regardé avec une intensité qui m'avait déstabilisée. Contre toute attente, il m'avait choisi parmi des candidates bien plus qualifiées. « Vous avez quelque chose de pur, de frais, c'est ce que je recherche, » m'avait-il dit. J'avais cru à un compliment. Aujourd'hui, je comprenais qu'il cherchait de l'argile à modeler, une page blanche sur laquelle écrire son histoire. Il m'avait transformée, m'avait appris à m'habiller, à parler, à me comporter dans son monde. J'étais devenue sa plus belle réussite, son accessoire le plus précieux. Son amour était conditionnel, je le savais maintenant. Il n'aimait pas la vraie Manon, celle du petit village de la Creuse. Il aimait l'image qu'il avait créée, et dès que cette image avait été écornée par une faille qu'il avait lui-même inventée, il l'avait brisée sans pitié. Je me souvenais de nos premiers mois. C'était un tourbillon. Des dîners dans les restaurants les plus étoilés de la capitale, des week-ends improvisés à Deauville, des premières à l'Opéra Garnier. Il m'avait fait découvrir un Paris que je ne connaissais que dans les livres. Il était attentionné, passionné, et je flottais sur un nuage. Mais même alors, il y avait des signes, sa façon de critiquer mes choix vestimentaires avec un sourire charmant, sa jalousie si un autre homme me regardait, son insistance pour que je coupe les ponts avec mes anciennes amies, jugées pas assez ambitieuses. J'avais mis tout cela sur le compte d'un amour exclusif et protecteur. J'avais tort. C'était le début de son emprise, une toile d'araignée dorée dans laquelle je m'étais laissé prendre avec bonheur. Il m'avait isolée, lentement mais sûrement, pour que je ne dépende que de lui, et son plan avait fonctionné à la perfection. Quand il m'a rejetée, je n'avais plus personne, plus rien. J'étais seule, exactement comme il l'avait voulu. L'annonce de ma grossesse avait été un moment étrange. Je l'avais redouté,
craignant que cela ne vienne perturber notre vie parfaite. À ma grande surprise, il avait semblé ravi. « Un héritier !» s'était-il exclamé. « Mes parents vont être fous de joie, c'est parfait. » Le mot « héritier » m'avait glacé, mais sa joie apparente m'avait rassuré. Il avait organisé un dîner pour l'annoncer à ses parents. J'avais mis la robe qu'il m'avait choisie, je m'étais coiffée comme il aimait. J'avais joué mon rôle à la perfection, mais ce soir-là, en y repensant, j'ai compris que sa joie n'était pas pour nous ni pour le bébé. C'était un coup stratégique, un enfant légitime pour asseoir sa position, pour satisfaire les attentes de sa lignée. Le bébé n'était pas un fruit de notre amour, c'était un pion sur son échiquier personnel, et moi, je n'étais que l'incubatrice, un ventre destiné à perpétuer le nom des de Richebourg. La prise de conscience était aussi douloureuse que la trahison elle-même. Le dîner chez ses parents, dans leur hôtel particulier de Saint-Germain-en-Laye, avait été une épreuve. Gérard et Isabelle de Richebourg étaient l'incarnation de la vieille bourgeoisie parisienne, polis, distants et jugeant chaque mot, chaque geste. Isabelle, sa mère, m'avait scanné de la tête aux pieds, son sourire ne dépassant jamais ses lèvres parfaitement dessinées. « Alors c'est vous, la petite historienne de l'art », avait-elle dit avec une pointe d'amusement qui cachait mal son mépris. Gérard, son père, un homme imposant et silencieux, m'avait à peine adressé la parole, sauf pour dire « Un mariage s'impose, bien évidemment. Il faut que tout soit fait dans les règles, pour le nom. » J'avais eu l'impression d'être à un entretien d'embauche pour le poste de mère porteuse. Il n'y avait eu aucune chaleur, aucune question sur moi, sur mes sentiments. Seules comptaient les apparences, la lignée, le patrimoine. Ce soir-là, en rentrant, j'avais pleuré. Antoine m'avait prise dans ses bras en disant « Ne t'inquiète pas, ils sont comme ça, tu t'y habitueras. » Je m'étais endormie en essayant de me convaincre qu'il avait raison. De retour dans le présent sordide, une idée folle me vint. Peut-être que ses parents n'étaient-ils pas au courant, peut-être qu'ils pourraient raisonner leur fils, pour l'amour de leur futur petit enfant. Poussé par le désespoir, j'ai pris un bus et je suis retourné à Saint-Germain-en-Laye. Je me suis présenté devant l'immense portail en fer forgé et j'ai sonné. Une voix métallique a craché dans l'interphone, c'est pourquoi. J'ai décliné mon identité, demandant à parler à madame de Richebourg. Il y eut un long silence, puis la même voix plus froide encore. On nous a donné des instructions. Vous n'êtes pas la bienvenue ici, veuillez quitter les lieux. La communication s'est coupée. Je suis resté là, sous la pluie, à fixer la caméra de surveillance qui me regardait, tel un œil sans âme. Ils savaient, ils étaient complices. L'humiliation était totale. J'ai fait demi-tour, le cœur lourd, comprenant que j'étais seul face à la meute. Il n'y avait aucune issue, aucun allié dans leur monde de glace. Les semaines qui suivirent furent une descente aux enfers. L'argent que Claire m'avait prêté fondait, comme neige au soleil. Il fallait que je trouve un travail, n'importe quoi. J'ai envoyé des dizaines de CV, réactivé mes contacts, passé des heures sur les sites d'offres d'emploi. J'ai décroché quelques entretiens. Au début, tout se passait bien. Mon expérience chez de Richebourg impressionnait. Mais à chaque fois, après l'entretien, c'était le silence radio ou un mail laconique de refus. J'ai fini par comprendre lors d'un entretien avec une directrice des ressources humaines plus compatissante que les autres. Elle me regarda avec pitié. « Écoutez, mademoiselle, j'ai appelé votre ancien employeur pour une prise de référence. Les retours sont catastrophiques. » Elle n'en dit pas plus. Je n'avais pas besoin de détails. Antoine ne s'était pas contenté de me jeter dehors. Il s'assurait que je ne puisse jamais me relever. Il détruisait ma réputation, me fermant toutes les portes. Il me condamnait à l'échec, savourant sa vengeance depuis sa tour d'ivoire. À court d'options, j'ai décidé de retourner à mon ancien bureau, dans l'un de ces buildings impersonnels de la Défense. Je devais récupérer quelques affaires personnelles que j'avais laissées, des carnets, des livres. C'était un prétexte. En réalité, j'espérais le croiser, le forcer à me regarder en face, à m'expliquer. J'ai réussi à passer le contrôle de sécurité, mon ancien badge n'ayant pas encore été désactivé. En arrivant dans l'open space, je vis qu'une autre femme était déjà assise à mon bureau, une blonde sculpturale habillée à la perfection.
Elle leva les yeux de son écran et me sourit, un sourire professionnel et vide. « Bonjour, je peux vous aider ? Monsieur de Richebourg est en réunion. » Le voir remplacé si vite, si facilement, fut un nouveau coup de poignard. J'étais interchangeable, je n'avais jamais vraiment compté. Je bafouillais que j'étais une ancienne employée venue chercher des affaires. La gêne se lisait sur son visage. Elle savait qui j'étais, tout le monde devait savoir. La rumeur avait dû se répandre comme une traînée de poudre. Alors que la nouvelle assistante appelait une collègue pour retrouver mes affaires, la porte du bureau d'Antoine s'ouvrit. Il sortit, absorbé dans une conversation téléphonique. Il me vit. Pendant une fraction de seconde, son masque de perfection se fissura. J'ai vu de la surprise, peut-être même une lueur de panique. Puis, son visage redevint impénétrable. Il m'ignora complètement, comme si j'étais un fantôme, et se dirigea vers son bureau, refermant lourdement la porte derrière lui. Le bruit du verrou qui se tournait fut plus violent qu'une gifle. C'en était trop. Toute la rage, la douleur et l'injustice accumulées explosèrent. Je me suis précipité vers la porte et j'ai commencé à frapper de toutes mes forces. « Antoine, ouvre cette porte, tu ne peux pas te cacher comme un lâche, regarde-moi. » Des têtes se levèrent dans l'open space. Le silence était total, seulement ponctué par les coups que je donnais contre le bois précieux. J'étais devenue la folle, l'hystérique. Je lui donnais exactement ce qu'il voulait. Un spectacle. La nouvelle assistante, blême, menaça d'appeler la sécurité. Je n'entendais plus rien. Je continuais de hurler, de frapper, déversant des mois de silence et d'humiliation. « Lâche, monstre, tu me le paieras !» 2 agents de sécurité du bâtiment, alertés par le bruit, arrivèrent rapidement. Ils me prirent par les bras, fermement mais sans brutalité. Je ne me débattis pas. Soudain, toute mon énergie m'avait quitté. Je me laissai entraîner, sous le regard médusé et pitoyable de mes anciens collègues. Personne n'osa dire un mot. Personne n'osa croiser mon regard. En passant devant mon ancien bureau, je vis ma boîte en carton, remplie de mes maigres possessions. Un des agents la prit. Ils m'escortèrent jusqu'à la sortie comme une criminelle. Dehors, sur le parvis balayé par le vent, ils me laissèrent avec ma boîte. La honte me submergea, plus forte que la colère. Il avait gagné. Il m'avait non seulement brisé, mais aussi humilié publiquement. Je n'avais plus rien à faire à Paris. Ce soir-là, Claire m'attendait avec une mauvaise nouvelle. « Manon, il faut qu'on parle. » Son ton était grave. Elle m'expliqua qu'elle perdait son principal client, que ses finances étaient au plus bas. Pire, elle avait décidé de quitter Paris pour rejoindre sa tante à Lyon, qui pouvait lui trouver un travail stable. « Je pars à la fin de la semaine. Je dois sous-louer mon studio pour joindre les 2 bouts. » Elle était visiblement désolée, mais la réalité était là. Je devais partir, je n'avais plus de refuge. Je me suis assise sur le sol, le dos contre le mur, et pour la première fois, j'ai envisagé l'impensable. La seule option qui me restait était un retour en arrière, un retour à la case départ, la maison de mon grand-père Jean-Pierre, décédé il y a 4 ans, une maison vide, froide et pleine de fantômes, au milieu de nulle part. C'était ma seule possession, mon seul héritage. C'était soit ça, soit la rue. Le choix était vite fait. Mon rêve parisien était officiellement mort et enterré. Le jour du départ, Claire m'accompagna à la gare de Lyon. L'adieu fut déchirant. Elle était la dernière attache qui me reliait à ma vie d'avant. « Promets-moi de m'appeler, promets-moi de ne pas baisser les bras, » me dit-elle en me serrant dans ses bras. Elle me glissa une enveloppe dans la poche. « C'est tout ce que je peux te donner. Fais attention à toi et à ton bébé. » Je suis montée dans le train, le cœur en miettes. À travers la vitre, je regardais Paris défiler, cette ville qui m'avait tant promis et qui m'avait tout repris. Chaque station, chaque monument était un souvenir douloureux. Le voyage en train, puis en car, dura une éternité. Plus le paysage devenait rural et désolé, plus mon propre désespoir grandissait. J'avais fui cet endroit avec tant d'espoir, et j'y retournais vaincue, enceinte et seule. La dernière partie du trajet se fit à pied, depuis l'arrêt de bus jusqu'au village. Ma valise à roulettes cahotait sur le chemin de terre, le bruit pathétique de mon échec résonnant dans le silence de la campagne. Quand j'arrivai enfin devant la maison, la nuit commençait à tomber.
Elle semblait encore plus petite et plus délabrée que dans mes souvenirs. La peinture des volets s'écaillait, le jardin était envahi par les mauvaises herbes et le toit semblait s'affaisser sous le poids de la solitude. J'ai trouvé la vieille clé rouillée sous une pierre, là où Pépé la laissait toujours. Elle grinça dans la serrure. En poussant la porte, une odeur de renfermé, de poussière et de bois froid me saisit à la gorge. À l'intérieur, tout était figé dans le temps. Les meubles recouverts de draps blancs ressemblaient à des fantômes. Une fine couche de poussière recouvrait chaque surface. Le froid était glacial, plus pénétrant encore qu'à l'extérieur. Je posai ma valise au milieu du salon et je m'effondrai sur le sol sans force. J'étais arrivé au bout du chemin, au fond du gouffre. Il n'y avait plus rien en dessous, seulement le vide. La première nuit fut la plus longue de ma vie. Je n'ai même pas essayé de faire un lit. Je me suis enroulé dans mon manteau sur le vieux canapé, frissonnant de froid et de chagrin. Chaque craquement de la vieille maison, chaque ululement de chouette au loin me faisait sursauter. La solitude était une présence physique écrasante. Les larmes que je croyais avoir épuisées coulaient à nouveau, silencieuses et amères. Je pleurais sur l'homme que j'avais aimé, sur le bébé qui grandissait en moi sans père, sur mes rêves brisés, sur mon grand-père qui m'aurait protégé s'il avait été là. Au petit matin, une lumière grise et blafarde filtra à travers les vitres sales. Je me sentais vide, vidé de toute émotion. Je me levai, les membres endoloris, et regardai mon reflet dans un miroir piqué. Une étrangère me fixait, les yeux cernés, les cheveux en désordre. Je ne me reconnaissais plus. J'étais l'ombre de moi-même. Il fallait survivre. Pour le petit être en moi, c'était la seule pensée qui me maintenait debout. Le lendemain matin, alors que j'essayais de comprendre comment fonctionnait le vieux poêle à bois, j'entendis frapper à la porte. Des coups francs et assurés. J'ai sursauté. Qui pouvait bien venir ici? J'ouvris avec méfiance. Un jeune homme se tenait sur le seuil. Il était grand, les cheveux bruns en désordre, et des yeux gris très clairs qui me regardaient avec une curiosité bienveillante. Il portait l'uniforme de la poste. « Bonjour, je ne m'attendais pas à voir de la fumée sortir de la cheminée. Je suis Léo, le facteur. » Sa voix était chaude et calme. Je ne savais pas quoi répondre. Je suis la petite fille de Jean-Pierre, je suis Manon. » Il sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. « Ah, Manon, j'ai entendu parler de vous. Bienvenue chez vous, alors. » Il y avait une telle simplicité, une telle absence de jugement dans son accueil que cela me désarma. « Je vois que vous vous battez avec le poêle. Si vous voulez, je peux jeter un œil après ma tournée. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. C'était la première lueur de gentillesse que je recevais depuis des semaines. Comme promis, Léo revint en fin de matinée. Il n'était plus en uniforme, mais en jean et en pull. En quelques minutes, il comprit le problème du poêle et réussit à allumer un feu crépitant qui commença à chasser le froid et l'humidité de la pièce principale. Pendant qu'il travaillait, il me parla. Il n'était pas d'ici. C'était un architecte qui avait travaillé à Lyon, mais il était revenu au village pour s'occuper de sa mère malade. Il avait pris le poste de facteur pour s'occuper et voir du monde. « Et vous ? Un retour aux sources ?» demanda-t-il sans insister. J'ai répondu évasivement que j'avais besoin de changer d'air. Il n'a pas posé d'autres questions. Il a ensuite regardé le tableau électrique, antédiluvien. « Je vais jeter un œil à ça aussi. C'est un miracle que vous n'ayez pas fait tout disjoncter. » Il passa 1 heure à vérifier les fusibles et à sécuriser l'installation. Quand il eut fini, la lumière semblait plus vive, moins vacillante. Il refusa catégoriquement d'être payé. C'est normal entre voisins. Ce mot, voisin, résonna étrangement. Je n'avais plus eu de voisin depuis longtemps. La présence de Léo, sa gentillesse pragmatique, m'avait donné une impulsion. Je ne pouvais pas rester à me morfondre. Le travail était le seul remède au chagrin. J'ai commencé par le plus urgent, nettoyer. J'ai passé des jours à frotter, épousseter, laver. Chaque meuble que je découvrais sous son linceul de poussière était un souvenir de mon grand-père. Sa pipe sur la cheminée, ses livres de jardinage sur l'étagère, ses bottes encore pleines de terre séchée près de la porte. C'était douloureux, mais aussi réconfortant. C'était comme s'il était encore un peu là.
Le travail physique m'épuisait, et c'était une bonne chose. Le soir, j'étais trop fatiguée pour penser. Je m'endormais devant le feu crépitant, le sommeil lourd et sans rêve. Lentement, très lentement, la maison reprenait vie. Et peut-être que moi aussi, je faisais cela pour mon bébé. Je lui construisais un nid, un refuge, même s'il était précaire et modeste. C'était notre forteresse contre le monde extérieur. Il me fallut bientôt affronter le village. Mes réserves de nourriture étaient épuisées. Je me suis rendue à l'unique épicerie, tenue par Madame Dubois, la reine des commérages locaux. À peine avais-je franchi la porte que son regard s'illumina d'une curiosité intense. « Tiens, tiens, Manon, de retour au bercail, on ne s'y attendait pas. Paris ne t'a pas plu ?» Sa question était faussement innocente. Je lui ai servi une version édulcorée de l'histoire, parlant de fatigue et de besoin de calme. Je savais qu'elle ne me croyait pas, mais peu importait. J'ai fait mes courses, des choses de simples, des pâtes, des œufs, du pain. Les prix étaient exorbitants comparés à Paris, et chaque euro comptait. En sortant, lourdement chargé, j'ai croisé Léo qui terminait sa tournée. Il a immédiatement pris mes sacs sans même que je le demande. « Laissez-moi vous aider, c'est sur mon chemin, ne faites pas attention à Madame Dubois. » Sa seule distraction, c'est la vie des autres. Sur le chemin du retour, nous avons parlé de choses et d'autres. La pluie, le temps qui passe, c'était simple, apaisant. Il ne cherchait pas à percer mes secrets, il était juste là. Les jours se transformèrent en semaines. Léo devint une présence familière et rassurante dans ma vie. Il passait presque chaque jour sous prétexte de m'apporter une lettre ou un colis qui n'existait pas. Il m'aidait à couper du bois, à réparer une gouttière qui fuyait, à comprendre les mystères du potager de mon grand-père. Il m'a présenté à sa mère, Valentine, une femme douce et malade, clouée dans un fauteuil mais avec un esprit vif et un regard pétillant de gentillesse. Elle m'accueillit comme si j'étais de la famille. Chez eux, je trouvais une chaleur qui me manquait terriblement. Je leur préparais des gâteaux, des plats simples que Valentine ne pouvait plus cuisiner. Nous passions des après-midi à discuter, à regarder de vieilles photos. Pour la première fois depuis des mois, je riais, un vrai rire venu du cœur. Je commençais à comprendre que la famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle que l'on choisit ou celle qui vous choisit. Et cette petite famille improvisée était en train de panser mes blessures, sans même le savoir. Un après-midi, alors que je lui montrais mes anciens carnets de croquis de la fac, Léo eut une idée. « Tu as un vrai talent, Manon, un œil pour les couleurs, les formes. » Il m'expliqua qu'il travaillait à distance sur un projet de rénovation d'une vieille ferme pour des clients parisiens. Ils veulent un intérieur qui soit à la fois moderne et authentique. Je suis architecte, pas décorateur. Ça te dirait de m'aider, de faire des recherches, des planches d'inspiration? Je te paierai, bien sûr. L'idée m'a d'abord effrayée. J'avais perdu toute confiance en moi. Mais Léo insista. « Essaye, juste pour voir. » Alors, j'ai essayé. Je me suis plongée dans les livres d'art et de design que j'avais apportés. J'ai passé des heures sur Internet avec la connexion lente qu'il avait réussi à installer et j'ai découvert une passion. Créer quelque chose de beau, donner une âme à un lieu. C'était comme me reconstruire moi-même, pièce par pièce. Ce travail me donnait un but, une raison de me lever le matin qui allait au-delà de la simple survie. Je me sentais utile, compétente, je reprenais le contrôle de ma vie. Un jour de décembre, alors que la première neige recouvrait le paysage d'un manteau blanc et silencieux, une voiture de luxe, une Audi noire aux vitres teintées, s'arrêta devant ma maison. Mon cœur cessa de battre. C'était lui, Antoine. Mais ce n'est pas lui qui sortit de la voiture. C'était Julien, son ancien bras droit, un homme que j'avais toujours trouvé un peu trop mielleux. Il s'approcha, un sourire contrit sur le visage. « Manon, je t'ai enfin retrouvée. » J'étais sur mes gardes. « Que veux-tu » Il m'expliqua qu'il avait quitté la société d'Antoine pour monter sa propre affaire et qu'il voulait m'embaucher. Je refusai poliment. Il insista, et devant mon refus obstiné, il finit par craquer. « Tu ne comprends pas, il faut que tu saches la vérité. » Et il me raconta tout, l'histoire sordide. Antoine, paranoïaque, lui avait demandé de me tester, de me séduire pour voir si j'étais fidèle. Julien avait refusé, mais il avait eu une autre idée, encore plus tordue.
Il avait engagé une fille qui me ressemblait, une sosie, et avait mis en scène de fausses photos compromettantes. Il les avait données à Antoine. Je le regardais, incapable de croire à une telle bassesse. Pourquoi ai-je réussi à articuler? Julien baissa les yeux. Parce que j'étais amoureux de toi, Manon. Depuis le premier jour, je savais que je n'avais aucune chance contre lui. C'était le seul moyen de vous séparer. Je pensais qu'une fois qu'il t'aurait quitté, j'aurais ma chance. Il me regardait avec des yeux de chien battu, attendant l'absolution ou peut-être de la pitié. Je ne ressentais que du dégoût. Pour lui, pour Antoine, pour leur monde toxique et manipulateur. Ils avaient joué avec ma vie comme avec des pions. Alors tu viens ici me proposer un travail après avoir détruit ma vie, lui ai-je lancé, ma voix tremblant de colère. Sors d'ici, sors de ma maison et ne reviens jamais. C'est à ce moment-là que Léo, qui venait m'apporter du pain frais, arriva. Il comprit la situation en un clin d'œil. Il se plaça entre Julienne et moi, sa présence calme mais imposante. « Vous avez entendu? Partez, maintenant. » Julien n'insista pas. Il remonta dans sa voiture et disparut dans un nuage de neige. Cette nuit-là, mon téléphone, que je n'avais pas rechargé depuis des semaines, sonna. Le chargeur que Léo m'avait prêté l'avait ramené à la vie. Un numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Manon ?» C'était la voix d'Antoine, une voix que je n'aurais jamais cru réentendre. Mon sang se glaça. Julien est venu me voir. Il m'a tout raconté. Il y eut un silence. Il attendait que je dise quelque chose, que je pleure, que je crie. Je ne dis rien. J'ai été un idiot, reprit-il, un imbécile. J'aurais dû te faire confiance. Je suis désolé. Ces excuses sonnaient faux, mécaniques. C'étaient les excuses d'un homme qui a perdu un objet de valeur et qui veut le récupérer. Reviens, Manon, on oublie tout. On se marie la semaine prochaine. Je t'achèterai une bague encore plus belle. On peut encore tout arranger. Il parlait comme s'il suffisait d'un claquement de doigts pour effacer la douleur, l'humiliation, les larmes. Il ne comprenait pas, il ne comprendrait jamais. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une force nouvelle en moi, une force que je ne me connaissais pas. Non, Antoine. Ma voix était calme, posée. Il n'y a rien à arranger, c'est fini, tu as montré qui tu étais vraiment. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Il ne s'attendait pas à un refus. Mais je te pardonne. Tu es enceinte de mon enfant. Tu ne peux pas rester dans ce trou perdu. Cet enfant est mon enfant, ai-je répondu fermement. Et ce trou perdu est ma maison. J'y suis heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été avec toi. Je crois qu'il ne comprenait toujours pas. Pour lui, le bonheur, c'était l'argent, le pouvoir, les apparences. Il ne pouvait pas concevoir qu'on puisse être heureux avec peu de choses, mais avec des relations sincères. Ne m'appelle plus jamais, Antoine. Et j'ai raccroché, j'ai éteint le téléphone. C'était la fin d'un chapitre. Pour la première fois, je me sentais libre, complètement et totalement libre. Après mon appel avec Antoine, Léo est venu me voir. Il avait vu ma lumière allumée tard et s'était inquiété. Je lui ai tout raconté, la conversation, ma décision. Il m'a écouté sans m'interrompre, son regard gris empli d'une chaleur qui me réconfortait. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, regardant le feu danser dans le poêle. Puis il s'est tourné vers moi. Sa voix était un peu rauque quand il a parlé. « Manon, j'ai peur. J'étais surprise. Peur de quoi ? J'ai peur que maintenant que cette histoire est réglée, tu repartes, que tu retournes par ta vie d'avant. » Je l'ai regardé et j'ai vu toute sa vulnérabilité. Cet homme si fort, si solide, avait peur de me perdre. Ma vie est ici maintenant, Léo. Il a pris mes mains dans les siennes. Elles étaient chaudes et calleuses, des mains qui construisent, qui réparent. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a le bébé, mais ce bébé, je l'aime déjà comme s'il était le mien. Et toi, Manon, je crois que je suis tombé amoureux de toi le jour où je t'ai vu te battre avec ce maudit poil. Reste, reste avec moi, deviens ma femme. Les larmes qui ont coulé sur mes joues ce soir-là n'étaient pas des larmes de tristesse mais de joie pure. J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. La plus grande trahison de ma vie m'avait finalement conduite au plus grand bonheur.
Le véritable retournement de situation, ce n'était pas de découvrir la machination d'Antoine et Julien, c'était de découvrir ma propre force et de trouver un amour si simple, si évident et si vrai. Aujourd'hui, notre fils, Jules, a 2 ans. Il a les yeux gris de l'homme qui l'élève et qui l'appelle papa. Valentine, la mère de Léo, a retrouvé l'usage de ses jambes et nous comble de son amour. Nous avons rénové la maison de mon grand-père, qui est devenu un foyer chaleureux et plein de rire. Nous n'avons pas la fortune des de Richebourg, mais nous avons quelque chose de bien plus précieux, une famille unie et de l'amour à revendre. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Et vous, croyez-vous qu'un malheur peut parfois être le début d'un grand bonheur?